Bonjour à tous, c'est Danielle Bachan. Je viens de recevoir votre liste de questions suite à l'atelier que vous avez fait en classe. Je vais tenter de répondre du mieux de ma connaissance et j'espère de ne pas oublier personne. Donc, commençons avec Maïka Claveau, Raphaël Bélanger et Lauriane Guérin qui me demandent « Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir artiste? » Ma réponse à cela, c'est que je crois qu'on est artiste. Donc, dans les catégories de personnalité, on a des gens qui vont être plus créatifs, des gens qui vont être plus linéaires. Et cette créativité-là, elle va nous suivre toute notre vie. Donc, devenir artiste, c'est pas un devenir artiste, c'est qu'on est artiste. Et puis, c'est à nous, après, de choisir dans quelle direction on veut mettre notre créativité. Donc, je crois que dans mon cheminement personnel, j'ai toujours été artiste dans l'âme, mais si on parle d'esthétisme en tant que peinture, je l'ai fait sur le tard, puis vous allez voir avec d'autres questions que j'ai, je vais tenter de vous répondre sur les étapes qui m'ont amené à être artiste peintre. Charles Bérubé qui me demande à quel âge avez-vous commencé à avoir un réel intérêt pour l'art? J'ai toujours eu de l'intérêt pour l'art. Il faut aussi penser que lorsque j'étais toute jeune, c'était pas vraiment une option de devenir artiste peintre. Ma mère voulait vraiment que je fasse un métier pour pouvoir soutenir mes besoins. Donc, je crois que la peur d'un parent d'avoir un enfant artiste, c'est encore présent aujourd'hui, malheureusement, mais il y a plein de formes d'art qui font en sorte qu'on peut être créatif dans le métier que l'on choisit. Donc, je vais vous faire une petite anecdote ici pour vous raconter que, oui, j'ai travaillé. Je vous ai mentionné dans la vidéo que j'ai travaillé avec des gens de partout dans le monde. J'ai été artiste de plateau pour des manufacturiers de coiffure. Donc, je faisais ce qu'on appelle des shows de coiffure un peu partout dans le monde. Donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est un médium qui est très créatif, très visuel aussi pour les gens. Donc, ça me permettait de gagner ma vie et en même temps de mettre de l'avant ma créativité. Lorsque je me suis fatiguée de voyager partout et de toujours être partie, de ne pas avoir vraiment de temps à la maison, j'ai décidé d'arrêter tout ça et c'est là que j'ai décidé, près de mes 40 ans, à retourner à l'université et de me faire plaisir et de faire mon baccalauréat en arts visuels. Donc, vous voyez que dans certains cas, on peut commencer beaucoup plus tard à mettre de l'avant ses rêves et puis les faire fonctionner. Émiliane Giroux, donnez-vous des noms à vos personnages? Si oui, est-ce que cela vous rend plus attaché à vos œuvres? Je vais être honnête avec vous, puis je vais vous partager un petit secret. Beaucoup de difficultés à donner des titres à mes œuvres. Si c'était que de moi, ce serait une série de numéros avec une date, une année ou quelque chose du genre. Je trouve personnellement que de donner un nom ou un titre, c'est comme si j'impose ma vision de l'œuvre à quelqu'un qui va la regarder. Donc, si la perception souvent des gens qui regardent une œuvre est autre que la mienne, ben c'est comme si ils vont regarder l'œuvre puis ils vont dire ben je l'ai pris en erreur, c'est pas je l'ai pas du tout, je connais rien à l'art. Donc je trouve un peu ça délicat de donner des titres aux œuvres. J'essaie le plus possible de les garder le plus vague possible ou le plus inclusif que ça peut inclure beaucoup d'options. Donc c'est ma vision au niveau des titres pour les œuvres. Livia Lopez Talbot, Lauriane Huard et Ariane Bard qui me demandent « Est-ce que vos œuvres sont basées sur des rencontres vécues? » C'est pas des rencontres comme... C'est pas des rencontres avec des gens, mais c'est souvent des expériences. Je vais vous donner un exemple, c'est que j'ai deux œuvres qui s'appellent Berlin 1 et Berlin 2.
lorsque je suis allée visiter cette ville-là, ça m'a beaucoup touchée parce que par l'histoire, par le vécu et tout, et je me souviens encore d'être allée voir les restes du mur de Berlin et j'en ai rapporté des images. Les images de graffiti qu'il y avait sur les murs de Berlin. Et si vous allez en ligne pour voir mon site, vous allez être capable de voir sur les œuvres nommées Berlin 1 et Berlin 2, des morceaux de ces posters-là que j'ai rapportés parce qu'ils me faisaient vibrer, ils me faisaient penser à tout le vécu, toute l'histoire qu'il y avait derrière ça. Donc, souvent, je vais avoir des expériences qui vont m'amener à réfléchir et amener une certaine œuvre. Mais c'est pas nécessairement des rencontres avec quelqu'un, ce ne sont pas des gens que je connais nécessairement, que je peins, ça sort de mon imaginaire. Ça peut commencer avec une bouche, ça va commencer avec un regard, ça va commencer avec une expression et ça devient autre chose parce que, dites-vous une chose, c'est que si je place ma main pour aller placer une couleur différente sur une joue ou encore sur le front ou encore, si ça peut être aussi simple que la chevelure, bien, ça change l'ensemble au complet et on va en avoir une lecture qui est totalement différente. Donc, c'est très rare que je vais le faire avec des gens que je connais ou encore à cause de rencontres que j'ai fait avec des gens. On y va avec Frédéric Emmanuel Lévesque. Pourquoi vos sujets sont principalement des femmes? C'est une très bonne question. Principalement des femmes parce que, encore une fois, si vous allez voir sur mes médias sociaux, oui, il y en a des hommes. Mais un homme, qu'on commence à lui arrêter une émotion ou une expression spécifique, dites-vous une chose, c'est que c'est arrêté dans le temps et ça se trouve être multiplié la façon qu'on la reçoit. Donc, si je le fais sur un portrait d'homme, d'une certaine façon, c'est que le personnage, tout à coup, devient androgyne. Ça enlève la masculinité, à moins vraiment que je mette une barbe ou que je travaille sur des éléments qui vont renforcer autre que juste un regard triste ou encore une expression qui va être spécifique. Donc, c'est un peu pour ça que ça me ramène souvent à des femmes. J'ai commencé souvent à faire des portraits d'hommes qui se sont ramassés à la fin, en bout de ligne, qui ressemblaient plus à une femme qu'autre chose. Donc, c'est un peu ma façon de voir les choses. C'est pas parce que j'ai rien contre les hommes, c'est assurément, c'est juste que le portrait émotif que j'essaie d'aller cibler ne répond pas toujours à la masculinité de l'homme. Catherine Simard-Martin et Victoria Ménard, est-ce que vous vous inspirez d'un artiste en particulier? Si oui, lequel? Dans mes débuts, j'ai été très inspirée par Corneau. Inspirée par Corneau parce que c'était probablement une des seules qui faisait du portrait plus grand que nature et que c'était encore très à propos, très approprié, sans être du hyper-réalisme. Donc, c'est cette façon-là de sortir du hyper-réalisme, c'est comme un peu ce qu'elle faisait qui m'a amenée. Elle travaillait avec des formats gigantesques et des pinceaux qui étaient gigantesques. Moi, j'ai appris à le faire en travaillant directement la toile avec mes mains pour enlever le détail et ce qui rendait l'œuvre trop comme de type portrait. Donc, oui, j'ai eu une très grande influence au début de Corneau comme artiste. Alexis Tremblay-Côté, êtes-vous capable de gagner votre vie avec votre art? Ça, c'est un choix que l'artiste va faire lui-même ou elle-même. Je vous dirais que présentement, mon choix, c'est de continuer. Je travaille encore à côté que de faire seulement que de l'art pour les galeries. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est vraiment un choix personnel. Travailler comme artiste en galerie, on est toujours tout seul avec nous-mêmes, avec nos œuvres. On est dans une bulle, c'est d'intériorité constamment. J'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que je suis une personne qui aime les gens.
j'aime discuter avec les gens, j'aime voir du monde, j'aime être entourée de personnes. Donc, je suis pas toujours prête à être 40 heures semaine toute seule dans mon atelier à faire des tableaux. C'est très personnel à moi. C'est pas parce que je ne pourrais pas le faire, c'est une volonté de continuer à travailler avec des gens. Donc, je sais que ça vous passe peut-être par l'esprit présentement, mais oui, mais que fait-elle? Je fais de la logistique événementielle. Ce que je fais présentement, vu qu'on n'a plus accès à faire de l'événementiel en présentiel, je le fais virtuellement. Donc, je travaille beaucoup sur les plateformes virtuelles avec des gens avec des grandes équipes pour faire des congrès virtuels. Donc, c'est un peu ça qui fait mon travail, encore une fois, très relié à la créativité. Où est-ce qu'on en était? Alexandre Martel et Rosalie Gauthier. Où trouvez-vous votre inspiration? Vous seriez surpris. Vous seriez très surpris de savoir que c'est justement entouré de gens, les discussions avec les gens. J'aime beaucoup voir les gens passer dans la rue, regarder leur attitude, regarder les réactions qu'ils vont avoir un avec l'autre, les interactions aussi. Donc, ça me parle beaucoup, puis c'est souvent une belle source d'inspiration. Amy Barbeau qui me demande comment vous choisissez vos citations ou images? Comment vous faites pour choisir la bonne texture associée au portrait? Les citations et les images, pardon, les citations et les images vont souvent être ajoutées par la suite pour raconter une histoire. Donc, je vais avoir une espèce de ressenti sur l'œuvre que je suis en train de faire et suite à ça, je me laisse inspirer de ce que j'ai. Elle est, tu sais, comme je viens juste d'en terminer une, elle est dans sa tête, on voit qu'elle a une main au visage, elle se pose des questions. Présentement, on ne peut plus voyager. J'ai mis plein de noms de villes et un collage qui fait sa chevelure finalement, juste avec ça ressemble à des étampes de passeport, ça va ressembler à des noms d'hôtels ou des choses comme ça qui fait un peu voyager. Donc, c'est comme si je la mets dans une piste que c'est à ça qu'elle réfléchit. Donc, c'est un peu comme ça que je vais choisir les citations ou les images ou les collages ou les découpures de journaux, les titres que je vais mettre sur les tableaux. Donc, Bartek Charlize, quelle est l'œuvre que vous affectionnez le plus et pourquoi? Kelly m'a demandé exactement la même chose et puis ma réponse est toute simple, c'est souvent la dernière que l'on fait. Pourquoi la dernière que l'on fait devient notre favorite? Parce que souvent, elle est fraîche dans notre tête, elle nous a amené à réfléchir de façon différente ou elle nous a amené ailleurs, un petit détail qui va faire un long cheminement dans notre processus créatif. Donc, c'est souvent la dernière que l'on vient juste de faire. C'est souvent notre dernière préférée, si on veut. Danaïque Gaudreau, est-ce que vos personnages proviennent tous de la même époque, années 80, 90, 2000? J'ai jamais remarqué qu'il appartenait à une époque en particulier, honnêtement. Je pense que l'expression humaine, c'est variable. Ça peut jouer de toutes les époques. Si on regarde présentement, surtout que là, je suis inspirée beaucoup de gens, de la rue, tout ça, j'ai des tableaux où, même avec des journaux des années 1870, je lui ai fait des tatous partout sur le bras. Donc, vous voyez que c'est comme un mélange de toutes les époques, puis c'est toujours à propos. Sarah Maud Gagnon, qu'est-ce qui vous pousse à utiliser et à mélanger différents médiums dans vos œuvres? J'ai appris à l'université, ils vont nous montrer à travailler chacune des techniques individuellement. Oui, mais pourquoi pas les mélanger, justement? Parce que moi, je me dis, il n'y a pas de règlement qui empêche de travailler avec
plusieurs médiums. Je fais déjà du marouflage, je fais déjà des collages, j'utilise des papiers qui sont autres. Je vais travailler avec des pastels à l'huile, des pastels secs. Je travaille aussi avec de l'acrylique et des encres. Si chacun a une fonction et si j'ai besoin de cette fonction-là particulièrement pour le travail sur lequel je le fais, je ne vais pas m'empêcher de le prendre parce qu'il appartient à un autre médium. Donc, pour moi, c'est une liberté d'utiliser le médium que je veux pour arriver à mes fins. Chloé Doyon, est-ce que vous avez déjà mis des paroles de chansons dans vos œuvres? Je vous recommande The Truth Untold comme source d'inspiration. Chloé, ça m'a donné une très belle idée. Je t'en remercie et The Truth Untold va être à suivre. Je suis allée voir, parce que je ne connaissais pas la pièce, je suis allée voir sur les internets pour justement aller cibler quelle était cette chanson. Les paroles sont magnifiques. J'en ai fait une, bien entendu. J'ai utilisé Imagine de John Lennon. Et ça c'en est une œuvre. Tantôt, on parlait si j'ai des préférés. C'est pas une préférée parce que je l'ai fait, mais ce que je vais vous dire là, c'est souvent, on va avoir des œuvres auxquelles on va être beaucoup plus attaché émotivement à cause d'une expérience, à cause du moment dans lequel on était, tu sais, le moment, on l'a fait, on vivait quoi. Et Imagine de John Lennon, je l'ai fait avec ses partitions de musique, je l'ai fait aussi avec des paroles ciblées, des citations que lui a utilisées beaucoup. Et j'ai fait un immense portrait de 40-40 de son visage, tout en bleu. Ça aussi, vous pourrez aller le voir sur mes médias. J'ai gardé cette pièce. Je n'ai pas été capable de m'en départir parce que c'était au début du confinement, en mars. Je n'avais plus rien avec lequel je pouvais travailler en atelier. Je ne pouvais pas aller en acheter. C'est une de mes amies peintres qui m'a donné un canevas 40 par 40. Il fallait que j'aille m'isoler au chalet pendant les 2 semaines, 3 semaines qui suivaient. Je me disais, je ne peux pas être isolée puis pas avoir rien à travailler. Je vais apporter un grand canevas, je vais en avoir pour le temps de le faire. J'étais tellement dans une transe que je trouvais ça épouvantable d'une certaine façon de voir tous ces gens qui mouraient comme ça, là, surtout au début du confinement. Ça nous a tellement pris de court que cette œuvre-là, ces paroles, premièrement, me revenaient tout le temps. Et puis, j'ai fait l'œuvre. Écoutez, vous irez voir, c'est quand même, c'est un très grand format, 40 par 40, on parle en pouces ici, là. Et puis, je l'ai fait en un après-midi. Je l'ai fait en un après-midi, c'était comme un grand soulagement pour moi de vider le surplus d'émotivité que je vivais à ce moment-là. Donc, j'étais pas capable de me départir de cette œuvre-là, même s'il y a des gens qui m'ont demandé de l'acheter à plusieurs reprises. J'ai décidé que je la gardais et elle est au chalet. Et puis, c'est pas une œuvre que je vais être capable de me départir parce que je suis attachée, pas pour le personnage qu'il y a dessus, mais pour tout le vécu qui est autour de sa conception. Donc, pour des paroles comme source d'inspiration de chansons, oui, c'est une très bonne idée. Et Chloé, je vais peut-être faire un suivi, c'est à suivre. Jérémy Lapalme, comment faites-vous votre recherche d'images pour vos œuvres en fonction des droits d'auteur et qu'est-ce qui est selon vous une bonne image? Ma sélection est souvent faite à base de couleurs. Donc, au début, c'est pas nécessairement la bande dessinée en tant que telle ou l'image, c'est le fond de couleur et ce qu'elle va aller me donner comme contenu dans la conception de l'œuvre en tant que telle. Donc, j'ai pas... oui, je vais aller chercher certaines thématiques parfois parce que le tableau est sous une certaine thématique, mais il faut toujours que ça fonctionne avec un code de couleur. En ce qui concerne les droits d'auteur, il faut faire très attention à ça. Il y a des images qui sont libérées de droits d'auteur et j'ai appris avec le temps que si
une image n'est pas complète dans son œuvre et qu'elle est déchirée et qu'on en perd un peu son entièreté, on peut l'intégrer facilement dans un tableau sans avoir trop de demandes spécifiques à faire. Si j'avais à travailler avec une œuvre de quelqu'un en particulier, bien là, j'aurais besoin d'aller faire des demandes, mais normalement, la façon que je le travaille présentement, j'ai pas trop à travailler avec les demandes, les restrictions des droits d'auteur. Lauriane Guérin, combien de temps ça vous a pris avant de commencer à être connue? Ça, c'est le circuit des galeries. C'est l'offre et la demande. Plus on va être inclus dans le circuit des galeries, ben c'est certain que notre travail est vu avec plus de gens. Maintenant, les médias sociaux, ils font pour beaucoup aussi. C'est beaucoup plus facile que ça a déjà été de vendre nos œuvres en ligne si on a un travail qui est assidu sur nos médias sociaux, Instagram, une page professionnelle Facebook et non pas le Facebook personnel mêlé avec tes images de tes enfants ou encore de ton chien. C'est vraiment important de cibler les deux puis de garder ça au niveau professionnel. Maintenant, c'est quand même assez simple de le faire. Il faut juste être assidu dans nos rendus, dans nos posts qu'on va faire sur les médias sociaux, avoir un bon site web, mais je vous dirais que le circuit des galeries reste quand même encore une façon de se faire connaître partout. J'ai des galeries qui me représentent complètement dans l'ouest du Canada. C'est pas des gens à qui j'aurais accès nécessairement là, présentement, à partir d'ici. Et les médias sociaux, ben, j'ai des gens qui me suivent de partout en Europe, en Australie, j'ai des gens qui me suivent de partout. Donc, ça aide énormément à sortir de sa ville puis de se faire connaître. Surtout que maintenant qu'on peut livrer à peu près partout dans le monde les œuvres, il n'y a pas vraiment de barrière à ça. Théodore Gror et Victoria Ménard, Jules Vallière. Est-ce que vous avez toujours voulu devenir artiste? Si oui, à partir de quel âge avez-vous su? Qu'est-ce qui vous a mené à devenir artiste? Je vous l'ai dit dès le début, je me suis toujours considérée comme une personne créative. Donc, devenir artiste, c'est un grand mot. On peut être artiste à sa façon, on peut être artiste en créant des bijoux, on peut être artiste en créant de la musique, en écrivant des poèmes, des livres. Donc, on peut tous être créatifs et artistes à sa façon. Moi, c'est par le rendu de la peinture. C'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Je pense que mes professeurs de primaire et secondaire pourraient vous dire que je dessinais plus que j'écoutais en classe. C'est pas quelque chose que je vous conseille de faire nécessairement, mais bon, je m'en suis quand même pas si mal sortie. Donc oui, j'ai toujours été un côté très créatif, mais devenir artiste pour vouloir le faire à temps plein ou le faire vraiment de façon professionnelle, pour moi, c'est commencer plus tard, c'est tout. William Nadeau-Bédard, combien de temps ça vous prend pour réaliser une œuvre? Ça peut prendre quelques heures, comme ça peut prendre des mois. Ça dépend. On est très relié à l'œuvre. Donc, il y a des œuvres, j'en ai encore, j'ai des très grands formats dans l'atelier qui ne sont pas encore terminés, que je dois mettre de côté parce que j'ai comme un blocage. Puis, je ne veux pas forcer la chose parce que lorsque c'est forcé, ça paraît. Je veux garder un esprit qui est libre à travers l'œuvre. Donc, souvent, lorsque le blocage est là, je la laisse de côté, mais toujours à vue. Puis, à un moment donné, je la regarde, je dis, ben, c'est ça qui manquait finalement, c'est juste pas la bonne couleur ou c'est pas la bonne chose. Présentement, ce qui m'aide énormément à travailler plus rapidement, c'est que sur ma tablette, j'ai un logiciel qui s'appelle Procreate. Puis, au lieu de faire des essais sur l'œuvre directement, souvent je vais la prendre en photo au rendu où elle est présentement. J'amène ça sur mon Procreate. Je fais des tests avec des changements de couleur, des ajouts, des choses. Puis,
c'est là que je vois si ça fonctionne ou pas. Et là, lorsque j'aime le rendu, je vais le faire sur la toile. Donc ça, c'est un petit truc qui fait en sorte que maintenant, on est capable de travailler puis de donner les rendus plus rapidement. Laetitia Roux de Michael Lemelin et Dalia Maud Saunier. Avez-vous déjà pensé de faire de l'art abstrait ou une autre forme d'art? Oui, oui. Je me souviens, à un moment donné, que, première des choses, il y a très longtemps, aux îles de la Madeleine, je me dis, regarde, je vais faire des paysages. C'est pas une bonne idée pour moi de faire des paysages. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose qui nous ressemble. Si c'est forcé, puis on a l'air de faire de la calligraphie de quelque chose d'autre qui ne nous appartient pas, ça ne donne rien. Donc, ça, c'est très important. Une autre chose qui m'a emmenée, par contre, quand on parle d'art abstrait, c'est que il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai fait un cours avec un peintre californien en ligne de 13 semaines. C'était vraiment une session vraiment complète avec des travaux à remettre, à mettre en photo, placer en ligne. J'étais évaluée et tout. Et toute la formation était basée sur de l'art abstrait pour m'aider à déconnecter du personnage puis d'arrêter de voir un personnage. Je faisais travailler mes toiles à l'envers, d'essayer d'oublier que c'était un personnage qu'il y avait sur mon canevas. Donc, ce que je vous dirais, c'est que ça amène énormément, ça nous amène ailleurs, ça fait évoluer ton travail. Oui, je suis retournée au personnage parce que ça va toujours être une partie de moi. Donc, vous ne me verrez pas faire ni de l'abstrait total ou encore du paysage ou du naïf. Pour moi, c'est ma signature, c'est ce que je ressens, puis c'est quand je regarde les tableaux, ben, je me reconnais. Donc, c'est de là peut-être que je voudrais conclure avec vous, c'est de dire que votre créativité, elle vous appartient. Votre créativité, même si quelqu'un tente de vous amener dans une certaine direction, ne perdez jamais le cap de qu'est-ce qui vient vous chercher ici. Parce que c'est ça qui va faire que votre art, elle va être vous. Donc, si on veut reconnaître la signature d'un artiste versus un autre, ben l'art qui vient de toi, parce que toi, tu es unique, ben ton art va être unique. Ce ne sera pas une copie de quelqu'un d'autre. Comme nous, on ne veut pas être une copie de quelqu'un d'autre. Ceci dit, je vous remercie grandement d'avoir partagé ces moments avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, ne vous gênez pas, même sur mes médias sociaux, si vous voulez m'écrire un petit mot, ça va vraiment me faire plaisir de vous parler. Fait que d'ici là, ben, au revoir, puis bonne création.